On n'a pas loupé le début. Non, parce que lui, il a enregistré sa chronique jusqu'à 9h. Ah, j'aurais pu commencer avant alors. Oui. Mais je savais pas. Non, mais c'est pas grave. Fallait me le dire, on serait venu avant. Yann, si tu veux t'asseoir, après tu te mettras là. Nous, on va partager le micro, toi et moi. Viens là si tu veux. Viens là. Donc, une fois n'est pas coutume, on commence tout en douceur au bar de l'économie. Ok, je vais le dire au micro. Oh, le chargeur. Parce que si on tombe en panne, ça ne va pas du tout. En tout cas, merci à tous d'être là en studio ce matin. Je vais allumer les micros, ça peut servir. Bon, c'est bon, on y va parce qu'on est on y va là, on est même en retard là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique, Yann bien sûr notre stagiaire de la semaine et aujourd'hui nous retrouvons Jean-Frédéric Laget, notre co-animateur du jour. Alors bonjour Jean-Frédéric et puis bonne année surtout. Merci Florence, bonne année également et bonne année à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui vous êtes accompagné de 3 invités. Qui sont-elles puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes en studio. Alors effectivement, 3 représentantes de la gente féminine. Alors juste un petit mot donc, sur la thématique abordée aujourd'hui, on va parler orientation scolaire, insertion professionnelle et plus globalement relation entre l'école et le monde de l'entreprise. Alors pour évoquer donc, ce sujet très large, nous avons donc comme première invitée Béatrice Grenier. Bonjour Béatrice. Bonjour. Donc, vous êtes chargée de mission relations école-entreprise à l'Éducation nationale du Val-d'Oise, c'est cela? Oui. Deuxième invitée, c'est Céline Delnibio. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Donc vous êtes responsable entrepreneuriat à la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. C'est bien ça. Et enfin Michel Allard. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Alors Michel, vous êtes secrétaire de l'association d'Inactive en charge de la liaison école-entreprise, c'est cela? Entre autres, exactement. Voilà, et à leur côté, j'accueille également Christophe Dandois. Bonjour. Bonjour Florence. Vous avez fondé Léoquet en 2017. C'est un courtier en assurance sur mobile. Donc, on saura tout avec vous tout à l'heure. Vous représentez donc notre première start-up du jour. Vous nous expliquerez donc comment et dans quel domaine, bien sûr. Et puis, on verra également d'autres sujets avec vous tout à l'heure. À vos côtés, Alexia Cassard. Bonjour Alexia. Bonjour Florence. Vous êtes la grande gagnante du concours Créatrice d'avenir. Vous avez créé The Peony Company. En fait, vous faites des tatouages pour des femmes ou des hommes qui ont eu des problèmes de santé. Vous nous expliquerez lesquels et comment tout à l'heure. C'est très spécifique. Et puis pourquoi peut-être vous avez choisi cette spécificité. Ce sera très intéressant. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, les infos du jour. D'ailleurs, on va tout de suite passer aux infos du jour. Non, avant de la première info, en fait, ça va être la chronique santé. Vous vous souvenez que depuis cette année, on fait tous les jeudis une chronique santé. Donc, on va accueillir tout de suite Jean-Claude Durousseau. Bonjour Jean-Claude. Alors, avec Karine Laurent, vous êtes pharmacienne, la grippe, ça tue? Oui, la grippe, ça tue et je dirais aujourd'hui, on est en plein dedans puisque les personnes les plus fragiles vont commencer à recevoir leur bulletin pour pouvoir aller se faire vacciner. D'accord, donc la grippe, c'est 14 358 décès, enfin c'est de la surmortalité enregistrée l'année dernière. Donc la grippe, il faut bien le dire, ça tue. Alors vaccin, oui, non. Alors avant de dire ça aussi, c'est que vous dites effectivement ça tue, mais il y a aussi des conséquences inhérentes. On n'est pas forcément obligé en tout cas de décéder de la grippe, mais il y a certaines personnes qui ont d'énormes conséquences suite à une grippe.
Vaccin, oui, non. Vaccin, moi je dirais oui pour les personnes les plus à risque, hein, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les obèses et toutes les personnes à maladies chroniques. Et puis, bien évidemment, tous les professionnels de santé qui sont en contact avec des populations fragiles, à savoir les personnes qui travaillent au contact de jeunes enfants, mais également les personnes qui travaillent au contact des personnes âgées. Les épidémies de grippe, ça commence quand? Quand est-ce qu'il faut se faire vacciner, en fait? Je dirais le plus tôt c'est mieux, hein, dès que les personnes fragiles en tout cas reçoivent l'information, il faut aller se faire vacciner et c'est important de le faire tout de suite. Et Donc c'est vers le mois d'octobre, après voilà, on vers se le fait mois vacciner. d'octobre, exactement. Le vaccin, il est actif 2-3 semaines après, c'est ça? Oui, le vaccin est actif 2 semaines après l'injection. Voilà. D'accord. Alors le vaccin, il n'est pas toujours 100% actif, hein. Ça on a un peu de mal à comprendre et c'est pour ça qu'on ne va pas se faire vacciner parfois. Oui, parce que c'est toujours les histoires de souche, c'est-à-dire que les virus mutent et que bien évidemment il peut y avoir des différences et on peut sur certaines années ne pas être totalement couvert au regard des virus qui sont véhiculés dans l'environnement. Où est-ce qu'on se fait vacciner? On peut se faire vacciner bien évidemment chez son médecin, chez son infirmière et très récemment chez son pharmacien. Et très récemment chez son pharmacien. Voilà, ça c'est pratique. Alors voilà, la grippe, prenez vos précautions. C'était 2 minutes pour comprendre. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci Jean-Claude Durousseau et merci aux médecins qui vous accompagnaient. Effectivement, la grippe, c'est important. Alors avec Yann, aujourd'hui, au niveau info, nous avons décidé de faire un reportage spécial CES 2019. Vous savez, le CES, c'est le Consumer Electronic Show, le plus important salon consacré aux innovations technologiques. C'est la grand-messe annuelle de la tech à Las Vegas. 180 000 visiteurs et pas moins de 4 500 exposants cette année. Parmi eux, plus de 400 entreprises sous la bannière de la French Tech qui ont fait le déplacement. Alors, les talents made in France ont frappé fort cette fois et c'est Pixmind, une PME française créée en 2012, spécialisée dans l'univers du média, qui a remporté le titre de championne de l'innovation avec 6 Innovation Awards au CES, donc de Las Vegas. Cette entreprise vient en 3e position après Samsung en Corée du Sud et MSI de Taïwan. Alors, qui est Pixmind? Vous allez nous demander. Eh bien, c'est cette holding créée par Lionel Châtaignier et Cyril Benoît qui regroupe plusieurs entreprises et qui font de l'innovation, bien sûr, mais de la conception et la distribution de produits dans l'univers du multimédia et plus particulièrement le jeu vidéo. Implantée à Barberaz, en Savoie, elle réalise 16 millions de chiffre d'affaires pour 50 collaborateurs. Le jury a été séduit notamment par la souris montée sur ressort et équipée de 2 joysticks, donc pour les joueurs de jeux vidéo, et puis aussi par sa plateforme proposant des expériences interactives sur toutes sortes d'écrans, y compris pour les plus grands écrans et les plus grandes personnes, les adultes. Son système peut équiper des salles de classe du futur ou bien les complexes de divertissement. Donc, ce sera très intéressant, sans doute, pour les salles de classe, d'avoir des grands écrans sur lesquels on peut se former. Mais Pixmind conçoit aussi la Power Bank de Steel Play, une batterie haute performance. Elle conçoit aussi un écran géant interactif, une borne d'arcade permettant de diffuser de la réalité virtuelle et un flipper version numérique. En prototype, ils ont aussi un baby-foot également, et donc ça, on attend. Il s'est vendu l'année dernière une centaine de flippers version numérique, et leur prix varie entre 3 000 et 5 000 euros. Voilà. L'entreprise a levé 600 000 $ sur Quickstarter, une plateforme de financement participatif dédiée à des projets créatifs aux États-Unis, grâce à 6 000 joueurs qui avaient réservé leur souris bien avant qu'elle ne soit commercialisée. Elle a aussi fait appel aux investisseurs à hauteur de 2,5 millions d'euros au printemps dernier pour son projet de filiale aux États-Unis et en Chine. Et elle travaille aussi sur l'ouverture d'un campus, un pôle à mi-chemin entre l'université, l'entreprise et la recherche pour accueillir des personnes à très fort potentiel. Je vous explique tout cela parce que d'abord, on a un sujet formation aujourd'hui et puis surtout, la semaine prochaine démarre également le Paris Image Digital, le Paris Image Digital Summit le 28 janvier à Enghien-les-Bains pour la semaine prochaine. D'ailleurs, pour le 28, c'est donc dans 15 jours, mais la semaine prochaine, on fera 2 émissions spéciales sur ce thème. Alors, Yann, quels sont les produits qui sont séduits au CES à Las Vegas? J'ai choisi 3 produits et retenu l'attention des personnes présentes pendant l'événement. Donc le premier, c'est le FlexPi. Nous attendons tous le smartphone pliable de Samsung, et pourtant Samsung ne sera pas les premiers à sortir un smartphone pliable. Effectivement, Royal a sorti le FlexPi bénéficiant d'une telle technologie. Parmi ses autres spécificités, il possède un Snapdragon 855,
Le meilleur processeur actuel pour 6 Go de RAM d'office. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais tenez-vous bien, un stockage extensible de 128 ou 256 Go. L'écran est donc flexible et profite de la technologie AMOLED. En mode tablette, l'écran mesure 7,8 pouces et sa résolution est de 1920 par 1440 pixels. Alors, mais qu'en est-il du ressenti de ce produit, Yann? Le ressenti, les personnes l'ayant eu en main sont en général assez déçues. Certes, ce smartphone est pliable, mais l'image ne serait pas de bonne qualité et la présence de certaines latences peut être problématique sur une longue durée d'utilisation. De plus, la qualité des photos serait plutôt mauvaise pour un smartphone qui vaut quand même 1300 $. Et le Royal se serait donc concentré sur la date de sortie pour que l'on parle d'eux plutôt que de la qualité de leur produit. Alors, second produit que tu as choisi, c'est LG, une TV OLED qui porte le nom de 65R9. La télévision d'LG est tout simplement bluffante. Cet écran de 65 pouces et d'une résolution 4K a la capacité de s'enrouler. Mais vous dites sûrement que cela ne sert à rien, bien au contraire. La télévision ne s'enroule pas manuellement, c'est la base qui s'occupe de ranger l'écran à l'intérieur d'elle-même. Un design sobre et soigné, ce qui peut faire penser à un meuble. De plus, elle peut être utilisée comme enceinte Bluetooth. Mais LG va encore plus loin en pensant à une fonctionnalité secondaire du système où seul un quart de l'écran reste visible et donne accès à des services comme la spécification de la musique en cours d'écoute, l'heure, un diaporama de photos ou encore à des jeux d'ambiance aussi bien visuels qu'auditifs. Un bijou de chez LG qui risque de coûter cher et je n'ai pas pu avoir le prix. Bon, c'est bien dommage. Alors, troisième produit, encore une télévision. Et cette fois, c'est micro LD signé Samsung. Oui, la télévision micro LED signée Samsung. Encore une télévision car celle-ci est tout autant impressionnante que la précédente. Disposant d'un écran 75 pouces 4K, elle a comme particularité d'être la première télévision micro LED au monde et c'est encore Samsung qui la propose. Même si nous avions déjà eu au CES précédent The Wall de Samsung avec une dalle micro LED, sa technologie a été rapidement contestée. Qu'est-ce que le micro LED, me demanderez-vous, Florence? Le micro LED est l'évolution de l'OLED. C'est une technologie qui offre un très haut ratio de contraste et des noirs très profonds. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est que ce projet de télévision Samsung est modulaire. On peut choisir le format que l'on souhaite. Malheureusement, un tel objet ne sera pas disponible avant 2020 et son coût risque de dépasser les 10 000 €. Bref, ce n'est pas pour nous faire saliver. Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces nouvelles technologies. Alors, au CES, côté vie de tous les jours, quelle tendance? Eh bien, celle des constructeurs de l'automobile, tout d'abord, qui montraient le magasin mobile autonome, comme celui des Chinois, le Baidu Neolix ou celui de Toyota. Oui, j'ai bien dit le magasin mobile. Pourquoi? Eh bien, il a surtout un intérêt économique, mais aussi social. Dans les villages japonais où les magasins disparaissent du fait de la pyramide des âges, voilà une solution pour continuer à trouver des produits frais près de chez soi sans avoir besoin d'un ordinateur. Alors pourquoi je prends l'exemple du Japon? Parce qu'ils sont très branchés nouvelles technologies et robotique. On peut même prendre une soupe par exemple à bord du mobile de chez Yamaha et pourquoi pas acheter une pizza avec Ford. Donc la livraison chez soi au CES, les robots livreurs autonomes entrent dans la vraie vie, poussés par les géants du e-commerce comme le chinois JD.com ou des startups comme Yapi avec son robot livreur. On a trouvé aussi Kiwi, la société française avec sa Kiwi Plug, une clé connectée qui se branche à la prise son d'un smartphone ou d'une tablette pour le transformer en une télécommande universelle compatible avec tous les périphériques infrarouges de la maison. L'utilisateur peut alors piloter ses appareils, téléviseurs, climatiseurs, photos, vidéos, projecteurs, quelle que soit leur marque à partir de son smartphone, via bien sûr une application dédiée. Amazon s'est quant à lui attaché à résoudre d'abord le point de friction de l'accès au domicile garage voiture avec son Amazon Key. Pour les accros de la mobilité, bien sûr, des solutions en tout genre sont proposées. Trottinettes, vélos, planches de toutes formes, gyropodes et même valises électriques. Saviez-vous qu'en France, il y a déjà 6 entreprises qui veulent se spécialiser sur la trottinette électrique? Alors côté domotique maintenant, Yann vous en a parlé, des écrans aussi grands qu'au cinéma, des fenêtres qui nous font voyager, des expositions sur tableaux connectés plus riches que n'importe quel musée, des jardins autonomes intérieurs, une cabine d'essayage virtuelle, bref, la maison se met à notre service avec des robots compagnons, majordomes, cuisiniers, voire qui nous applaudissent pour nous accueillir et bien sûr, on y a retrouvé les commandes à la voix avec
celle d'Alexa ou de Google, mais aussi du Bixby de Samsung, du ROS de Baidu, et puis d'autres produits du même genre. Nos animaux domestiques ne sont pas oubliés, distributeurs automatiques de nourriture, litières auto-nettoyantes, jouets et jeux vidéo. Allez, pensons à soi maintenant. Au CES, la baignoire Toto, encore chinoise, vante une expérience de lévitation. Les matelas et autres innovations améliorent notre sommeil. Les miroirs connectés nous renseignent sur notre état de santé avec un tensiomètre intégré et une analyse de sang à la maison. Côté nature, pour finir, eh bien l'air sera plus pur à la maison, voire aromatisé. Les bruits seront atténués. Il sera possible d'accroître la sécurité et la gestion précise de l'eau et de l'énergie. De quoi rêver, bref. En tout cas, merci à Aliansi qui nous a aidés à rédiger ce mini-reportage. Et bien tout de suite, je passe la parole à Jean-Frédéric Laget pour le premier thème du jour. Donc, c'est la formation. Merci Florence. Donc le thème du jour, c'est les relations entre l'école et le monde de l'entreprise. Donc deux mondes qui se sont assez longtemps ignorés. Un état de fait qui est préjudiciable pour l'élève lors de son choix d'orientation, mais également une incapacité de la plupart des enseignants à l'accompagner, car méconnaissance du monde de l'entreprise. Donc l'éducation nationale n'est pas restée inerte. Elle a mis en place des parcours, donc notamment le parcours Avenir. Donc Béatrice Brenier, je rappelle, vous êtes donc vous êtes chargée de mission relations école-entreprise à l'Éducation nationale du Val d'Oise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce parcours Avenir? Alors oui, effectivement, depuis la rentrée 2015, chaque élève bénéficie de 4 parcours éducatifs tout au long de sa scolarité, collège-lycée. Parcours de santé, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, mais surtout le parcours Avenir. Alors ce parcours, il a été conçu pour permettre progressivement à chaque élève, comme je vous le disais, de la 6e à la terminale, de mieux comprendre le monde économique et professionnel, de développer l'esprit d'entreprendre et d'élaborer progressivement son projet d'orientation scolaire et professionnelle. Donc chaque établissement scolaire doit mener des actions à destination des élèves et ils ont donc besoin de se rapprocher du monde économique et professionnel. Et c'est dans ce contexte que la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, l'association d'entreprises d'inactifs du territoire ont souhaité s'engager pour accompagner les établissements scolaires de ce territoire, donc 16 collèges, 5 lycées, et donc qui représentent environ 14 000 élèves. Alors pour reparler un petit peu historique, en 2016, première réunion avec les établissements scolaires qui a permis donc de présenter le projet de partenariat et surtout de recenser les besoins des établissements. À partir de là, certaines actions ont été déployées à destination des 3 cibles, les enseignants, les collégiens et les lycéens. Et on évoquera tout à l'heure ces différentes actions. Pour formaliser un petit peu ce partenariat, une convention a été signée en mars 2017 par les 3 parties, donc la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, l'association d'entreprises inactives et la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise. Pour mettre en place toutes ces actions, on s'appuie également sur des partenaires. Alors des partenaires éducation nationale, certaines associations nationales comme 100 000 entrepreneurs, Entreprendre pour apprendre, qui ont des conventions notamment avec l'Académie de Versailles et bien d'autres académies. Des associations plus locales qui sont sur cette thématique, École et vie locale, le Centre des jeunes dirigeants du Val d'Oise, regroupant de jeunes dirigeants sur le département, et également la région Île-de-France qui s'engage financièrement, qui soutient financièrement la création de ces comités locaux école-entreprise, qu'on appelle plus vulgairement des clés. Alors, ce sont des clés avec une portée départementale, c'est ça? Alors, on les initie, mais sur des petits territoires. L'échelle du département serait trop importante et je pense il serait plus compliqué de mener des actions. Donc, on s'est attelé à des territoires plus petits et plus à l'échelle des collectivités territoriales, donc les communautés d'agglomération. Communauté d'agglomération. Oui. A priori également, sur cette partie orientation, il me semble qu'il y a quelques réformes en cours. Alors, je vais passer la parole à Michel Allard, je rappelle, qui est donc secrétaire de l'association d'Inactive. Michel, sur ces réformes en cours, sur cette volonté effectivement d'être sur des orientations plus ciblées,
avec des choix qui se font plus en connaissance de cause. Quelles sont les grandes tendances? Alors, je crois qu'il faut retracer la toile de fond sur laquelle toutes nos actions s'inscrivent. Il y a l'évolution du monde économique, que tout le monde connaît, avec les avancées des nouvelles technologies, l'apparition de l'intelligence artificielle, du numérique, de la mondialisation, du développement durable, j'en passe, la liste serait trop longue. Donc on a un monde économique en pleine évolution. Et en face, on a un monde de l'éducation lui-même en pleine mutation, comme Béatrice vient de vous l'expliquer. Les procédés d'accompagnement de l'orientation des jeunes ont considérablement évolué. On est passé de quelque chose d'extrêmement ciblé, métier-métier, à quelque chose de beaucoup plus ouvert, où on va dans des champs de compétences, où on travaille énormément sur les savoir-être, les savoir-faire, plus que les savoirs purs, comme autrefois. Enfin, autrefois, il y a 4 ou 5 ans. Hein. C'est pas non plus l'antéchrist dont je suis en train de parler. Et donc, face à cette économie 2.0 et à cette espèce de Big Bang des procédés d'orientation et des méthodes d'orientation scolaire et professionnelle, il faut mettre des passerelles en place. On a deux univers, comme vous le disiez tout à l'heure dans le propos introductif, qui ont souvent été face à face alors qu'en fait ils doivent être en complémentarité. Et un des objectifs de notre clé, c'est justement de travailler sur cette complémentarité, cette continuité, et d'arriver à créer des relations, je dirais, extrêmement étroites entre ces deux mondes. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions concrètes du collège à la terminale que nous allons vous décliner dans un instant. Très bien, donc je rappelle juste effectivement clé, c'est le comité local éducation et économie. Tout à fait. L'accord qui a donné lieu à cette création, ça a été signé quand, vous me rappelez déjà? 2017. Mars 2017. Les premières actions sont intervenues en amont, avant l'accord. Oui, avant l'accord. D'accord. Dès 2016, on a travaillé sur le déploiement d'actions. Ok, alors si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc sur les actions, Céline, vous pouvez nous décrire, donc on va commencer peut-être sur les actions en faveur des enseignants. Oui, en fait, on a 3 cibles, effectivement. Les enseignants, les collégiens, les lycéens. Au niveau des enseignants, tous les enseignants, un grand nombre et beaucoup d'enseignants ont quand même une petite culture économique, que ce soit avec leur entourage, etc. Donc on n'est pas en train de dire du tout que l'ensemble des enseignants ne connaît pas le monde économique et les entreprises. Simplement, nous, notre objectif, c'est effectivement de favoriser les liens aussi avec les entreprises locales, puisqu'en fait, on a un certain nombre de lieux économiques, d'entreprises, et notamment qui sont représentés par d'Inactive. Et l'intérêt, c'est effectivement de faire travailler aussi l'ensemble de ces acteurs ensemble dans des liens de proximité. Donc, c'est aussi l'objet et des compétences de la communauté d'agglomération. Donc, au niveau... alors, Michel, tu veux... Oui, je voudrais juste préciser que d'Inactive recense actuellement 180 entreprises du territoire de la communauté d'agglomération et que par conséquent on couvre un large spectre d'entreprises et ça peut être extrêmement intéressant, cette diversification des débouchés et des offres faites à nos jeunes. Donc pour en revenir effectivement à nos enseignants, donc dès 2017, on a mis en place un stage en lien donc, avec l'éducation nationale, organisé en 3 modules. Donc on avait un premier module qui a eu lieu en février 2017 sur des grands questionnements avec, on a jeté les bases, les grandes questions, quelles évolutions, quelles relations, quelles synergies entre le monde de l'éducation et le monde de l'économie. Juste une question, oui. Les enseignants, c'est sous porte volontaire, sont désignés, ça se passe Alors comment? C'était des volontaires. D'accord. Oui, tout à fait. Donc là, on propose en fait, on donne la thématique, les intervenants, et puis ensuite les enseignants s'inscrivent effectivement et ils sont volontaires. Une question un peu de béotien, parce que donc, lorsque l'élève fait ses choix d'orientation ou autre, certains enseignants jouent un rôle, d'autres moins, ça se fait de façon un peu informelle.
On va dire les deux. Les deux. Certains sont en charge de la mise en œuvre du parcours Avenir. Plus particulièrement dans certains établissements, ce sont les professeurs principaux des différentes classes. Mais ce parcours Avenir peut être déployé par n'importe quel enseignant au travers de sa discipline. Donc, de manière informelle, chaque enseignant prend place. Peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Et en nombre d'enseignants qui ont répondu favorablement dans le cadre de ce dispositif clé? Alors en fait, on n'a pas recensé le nombre d'enseignants qu'on a touchés en tout depuis ces 2 dernières années. Maintenant, au niveau des stages que l'on propose, donc on est monté en puissance, c'est-à-dire qu'en 2017, on a eu à peu près 50 enseignants qui ont été effectivement sensibilisés et qui ont participé à l'ensemble des modules. Et en 2018, tout à l'heure, Michel nous expliquera de manière plus détaillée ce que l'on propose. On en a 80. 80. Voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même un certain volume. Donc on travaille principalement là pour ces stages établissements avec des enseignants de lycée, puisqu'en fait on a une convention de partenariat avec la région Île-de-France qui nous aide effectivement financièrement à payer par exemple des intervenants pour ces stages. Donc pour juste une petite dernière question. Donc, vous avez interrogé les enseignants par rapport à leurs besoins, leurs souhaits. Oui. Quelles sont les grandes tendances qui en sont sorties? Alors, si tant est qu'elles puissent être... en fait, c'est très 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 diversifié. Ça faisait l'objet effectivement du module 3 en fait, du stage, puisqu'on a commencé d'abord par discuter, leur présenter en fait aussi l'ensemble des ressources qui étaient disponibles, l'ensemble des associations qui travaillaient, et parce que l'éducation nationale a mis en place un certain nombre aussi de ressources pour favoriser les relations école-entreprise, comme par exemple des visites d'entreprise, comme des actions partenariales, emmener les élèves aussi voir des lieux économiques. Donc là par exemple, mais tout à l'heure on pourra le développer pour les collégiens et les lycéens, mais on fait visiter des incubateurs, des pépinières d'entreprise que l'on a sur le territoire. Les besoins, c'est aussi de mettre en lien, d'avoir des exemples concrets pour appliquer en fait en cours. Je pense notamment par exemple à des cas d'enseignants d'économie, de gestion, de comptabilité, etc. Nous par exemple au niveau de la communauté d'agglomération, on travaille avec des porteurs de projets, on travaille sur leur plan de financement. Là, ce que l'on peut envisager, c'est de mettre en relation justement ces enseignants et ces porteurs de projets pour donner des cas concrets, plutôt que des cas d'école, aux enseignants et aux élèves. Donc voilà, ça fait partie effectivement des exemples de besoins. Si tu veux compléter. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, Michel Allard. c'est que... Merci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le clé ne se substitue en aucun cas au travail qui doit se faire dans les établissements. C'est un outil. Nous nous mettons à disposition. Nous exposons tout ce que nous pouvons apporter et nous sommes une espèce de boîte à outils où ils viennent se servir, nous demander notre aide et notre appui pour organiser les actions qu'ils jugent nécessaires par rapport à leur groupe et aux élèves qu'ils ont à suivre, à accompagner. Mais en aucun cas nous nous substituons à quoi que ce soit. Nous sommes vraiment une aide. Et il faut bien garder ça présent à l'esprit, je crois. Ouais. Et c'est vraiment une offre de service. Oui. Voilà, exactement. Une aide locale, puisqu'en fait on est en lien avec l'ensemble en fait, des partenaires locaux. Tout à l'heure on a parlé effectivement des associations locales ou nationales, et en fonction en fait on les sollicite pour répondre justement aux besoins des enseignants et des étudiants. Donc pour en revenir au stage établissement effectivement de 2017, comme on parle de partenariat, on avait fait intervenir par exemple Monsieur Benon, que l'on ne présente plus, donc le directeur du CEVO, Monsieur Janton également, président d'honneur de Didactive, était venu intervenir, et on avait également Monsieur Mancini, directeur du GESIA. Et comme animateur, on avait Monsieur Bacciotti, qui est lui le directeur général de l'association EPA, Entreprendre pour apprendre. Peut-être que Béatrice, tu veux nous en dire 2 mots sur Entreprendre pour apprendre? Oui, alors tout à fait. Cette association en fait déploie un programme de Béatrice création. Grenier, je rappelle. Oui, merci. Déploie un programme de création de mini-entreprises avec des élèves, des collégiens, des lycéens.
Donc, ce sont des cas concrets, en fait, pour mieux faire comprendre aux élèves qu'est-ce que le monde de l'entreprise, comment il est organisé. Ça permet aussi de travailler en mode projet, de travailler en groupe et d'apprendre, de sensibiliser de manière générale à l'esprit d'entreprendre. Ok, merci. Donc, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Lana Del Rey et on revient tout de suite. Par contre, on baisse tout. Ah oui. Je suis obligée de mettre fort pour les chroniques pour que les auditeurs via Facebook puissent vous voir et vous écouter en même temps. Mais pas la musique. On a des fidèles, des auditeurs qu'on remercie d'ailleurs d'être fidèles sur Facebook. Et puis on a aussi beaucoup de gens qui réécoutent le soir quand ils n'ont pas le temps, parce qu'il y en a qui travaillent, ils ne peuvent pas forcément être là avec nous. En tout cas, on a appris par une agence de pub qu'on avait 4000 followers, on est très contents. On nous a dit ça la semaine dernière. Donc ça, c'est génial ça. On va revenir sur les enseignants. Oui. Parce que là, on avance un peu vite. Là. Mais en 2018, on a vraiment une action ciblée enseignants de lycée qui est un petit peu... Bah, c'est important. On peut donner des exemples en fait de thématiques qui ont été abordées. Oui, ce serait bien. Il faut être très concret, ça serait bien. Voilà. Oui. Ce qui serait bien, c'est qu'on va refaire un focus sur les enseignants. Donc, à parler de la liste d'entreprises que vous avez fait le mardi Ben, je matin. vais en parler. Je vais parler de toute la programmation 2018 qui est vraiment ciblée. 2019. Alors, 2018 nous scolaire. parlons en année scolaire. Alors il faut bien le préciser, hein, Je vais le préciser. parce Moi, qu'il j'ai faut bien pas préciser que c'est prévu. 2018-2019. Hein, Mais c'est parce que prévu. sinon on est perdu. Mais oui, mais bon, on a des réflexes éducation nationale. Non, Vous ce qui est savez bien, qu'on ce qui est bien, finance c'est de dire ce qui a voilà. été fait l'année dernière et ce qui va être fait Voilà. là, dans les mois à venir. Mais, Voilà. mais justement, c'est... Précisez bien la temporalité à chaque C'est ce fois. que Céline et moi, on va faire en ping-pong. Hein, vous inquiétez voilà. pas. Donc, parce que ce qui est passé, je suis désolée, c'est passé. Donc, Oui, mais c'est la base de Non, ce qui se passe oui, aujourd'hui. Donc bien on sûr. peut pas en faire l'économie. non, je suis bien d'accord. Mais ce qui intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est intéressant de savoir ce qu'attendent vos entreprises. Mais Mais justement, justement, on sait un petit peu Voilà. mieux. Non, mais- Oui, et on va le savoir de mieux en mieux au fil de l'année scolaire 2018-2019. On y retourne parce qu'il est déjà 35. Elles ont beaucoup de choses à dire. Ah ouais. Dans un premier temps, on a analysé les besoins des enseignants. Maintenant, on est en train d'aller. C'est- Bien, donc merci Michel. Nous voici de retour. On est de retour, donc je vous rappelle que nous parlons des relations entre l'école et le monde de l'entreprise. Je reçois aujourd'hui donc Béatrice Grenier de l'Éducation nationale, Céline Delnibio, pardon, je suis désolé Céline, de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, Michel Allard de d'Inactive. Et puis aussi Excusez-moi, Christophe oui, les deux autres Dandois. invités, donc Christophe Dandois de donc, Léo la Caire. société Léo Caire et Alexia Cassard de The Peony Company. Bienvenue. Donc, nous étions en train de parler des actions concrètes du comité local éducation et économie, donc là plutôt tourné vers les enseignants. Donc, on a parlé un peu de ce qui avait été réalisé, on va dire en 2017. Il y a de nouvelles actions qui sont programmées et qui ont été réalisées donc sur ce que vous appelez dans l'éducation nationale 2018-2019 parce qu'on colle à l'année scolaire. Donc, qui veut nous en parler? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une visite d'entreprise qui a été réalisée récemment. Hier, donc c'est très récent. Voilà, donc savoir si ça s'est bien passé, si ça a apporté aussi bien aux enseignants qu'aux chefs d'entreprise, parce que bien entendu, eux aussi ont des attentes. Alors, la visite qui a été réalisée. Michel Allard. Oui, pardon, Michel Allard. Nous Merci. y reviendrons dans un instant. Ça s'inscrit dans un programme sur l'année scolaire. Donc, ce programme a débuté à la rentrée dernière, à l'automne 2018. On mélange dans les années. À l'automne 2018, nous avons souhaité poser le problème de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, ce que nous avons appelé l'entreprise 2.0. Et nous avons organisé une conférence à l'intention des enseignants concernés dans les 5 lycées du territoire, toujours sur la base du volontariat, n'est-ce pas? Et nous avons fait venir un économiste que tout le monde connaît, essayiste de renom, à savoir Nicolas Bouzou. Donc Nicolas Bouzou est venu exposer au lycée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency, en amphi,
encore une fois devant un peu plus de 80 enseignants parce que s'y étaient adjoints des psychologues, des cadres de l'éducation nationale. Et donc, il a brossé un portrait des nouvelles attentes par rapport à l'évolution justement des protocoles à l'intérieur des entreprises. Il a brossé un peu le tableau des nouvelles attentes en matière de ressources humaines dans les entreprises. Ça a été suivi d'un débat fort animé parce que vous imaginez sans peine que mettre brutalement comme ça un économiste dont tout le monde connaît les tendances plutôt libérales face à des fonctionnaires de l'éducation nationale, ça n'était peut-être pas simple. C'était un pari que je pense nous avons gagné, vu les résultats de l'évaluation, vu la satisfaction de l'intervenant et des participants. Michel, juste une question. Quelles sont ces nouvelles attentes, justement? Alors, les nouvelles attentes, c'est d'avoir des gens qui ont un socle, je dirais, de culture générale, qui leur permettent de s'adapter à tout type de situation. Ça n'est plus d'avoir des gens formés à être comptables, à être DRH, à être technicien, à être ingénieur. Oui, bien sûr que ça fait partie des besoins, mais en même temps, pour pouvoir se diversifier, s'adapter et progresser dans ce type de carrière, il faut plus de qualité de savoir-être, de savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure, des qualités d'adaptation et d'ouverture et de créativité. Donc c'est surtout ça que l'éducation nationale doit travailler, elle qui était, en caricaturant énormément, adapter et à transmettre surtout des savoirs fondamentaux. Donc il faut élargir le spectre de ce que la grande maison offre à ses usagers. Donc après la conférence de Nicolas Bouzou, la deuxième étape prévue, qui vient de démarrer hier justement, c'était quelque chose de beaucoup plus intimiste cette fois-là, de mettre des petits groupes d'enseignants, 8-10 maximum, face à un directeur général, un chef d'entreprise, un responsable RH, un recruteur, et d'avoir un dialogue vraiment sur les attentes et les procédés de recrutement et les besoins en recrutement aussi, parce que nous avons hier, donc nous étions chez Fayol, et c'est M. Couder, le directeur général lui-même, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Et là, nous avons découvert déjà que ce secteur était dramatiquement en tension, à tout niveau d'ailleurs de recrutement. On va rappeler que Fayol, c'est une entreprise dans le bâtiment, surtout, principalement, et dans la voirie. Oui. Voilà, donc c'est une spécificité. Il y a un problème de recrutement dans ces métiers du bâtiment. Et qui plus est basé à Soisy, donc sur le territoire, ce qui lui donne encore plus d'intérêt. Et nous sommes restés 2 heures avec M. Couder. Ça a été extrêmement riche. Les enseignants présents sont repartis la tête bouillonnante de projets et d'envie. Et je pense que ça va déboucher, c'est un tout petit secret de polichinelle, sur une mini-convention à côté du Clé, entre l'entreprise Fayol et le Clé. Et nous avons un programme de visite échelonné jusqu'à la mi-février qui est prévu, dans d'autres types d'entreprises, dans la grande distribution, dans des entreprises spécialisées, dans des technologies de pointe, Dans l'industrie. Nos ratissons larges. Bien entendu, cette phase 2 sera suivie d'une phase 3 de remise en commun de tout ça, parce que ce n'est pas les mêmes enseignants qui ont été chez Fayol, qui vont aller dans une grande surface et qui vont aller dans une entreprise industrielle. Donc il faut qu'on remette tout ça en commun en phase 3 vers le mois d'avril-mai, et que sorte de là une espèce de boîte à outils. J'aime beaucoup la notion de boîte à outils, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, une espèce de boîte à outils et de mutualisation des idées, des envies, des besoins, et nous restons toujours, comme depuis le début de la création du Clé, à disposition pour répondre aux besoins créés par cette mutualisation. Donc ça sera l'ouverture 2019-2020, puisqu'on parle toujours en année scolaire. Les résultats des actions de cette année seront exploités et nous dicterons, nous, ce que nous devons faire. Comme d'habitude, nous allons ouvrir nos réseaux, nous allons ouvrir nos compétences
et répondre, nous espérons, le mieux possible. Alors, un dernier point sur les actions en faveur des enseignants. Comment cela se concrétise-t-il pour un enseignant? Comment va-t-il, entre guillemets, avoir plus de valeur ajoutée lorsque l'élève va lui poser des questions sur son orientation future? Alors, tout ce qu'ils viennent glaner dans nos propositions de conférences, de stages, de tables rondes, de visites, etc., s'inscrit dans leur programme de formation continue. Puisque donc c'est quelque chose qui est soutenu par l'Éducation nationale et la région. Je vous rappelle que la région est maintenant en charge de l'orientation depuis pas mal d'années déjà. Donc tout ça s'inscrit dans un programme de formation qui labellise un petit peu les gens. Les enseignants qui ont suivi ces formations ont forcément un temps d'avance sur ceux qui ne les ont pas suivis. Premièrement, et le fait d'être allé concrètement sur le terrain leur donne nécessairement un plus et une légitimité à intervenir en tant que conseil auprès des familles qui restent quand même les gros prescripteurs d'orientation. Donc une légitimité auprès des familles comme des jeunes qui leur sont confiés. Alors, il y a peut-être un lien qui pourrait être fait avec l'opération lancée l'année dernière. C'est une opération type dans le Val d'Oise qui s'appelle « Ouvre-moi ta boîte ». C'est le 7 juin. Est-ce que vous envisagez de jumeler, j'allais dire, ces actions avec cette opération lancée par la Directe? Parce que ça, c'est très intéressant. C'est donc les entreprises du Val d'Oise qui ouvrent leurs portes aux familles, aux enseignants, à tout le monde, aux jeunes surtout, aux enfants qui veulent un peu connaître l'entreprise. Est-ce que vous envisagez de signer une convention de partenariat? Alors, peut-être pas signer une convention de partenariat. Béatrice Grenier. Merci. Peut-être pas signer une convention de partenariat, mais effectivement, disposer de cette offre pour l'ouvrir aux enseignants. C'est ce qui a été fait l'année dernière. En fait, on essaie aussi d'utiliser toutes les actions qui sont à disposition sur le département, organisées par les différents partenaires. Et donc, l'année dernière, effectivement, le 7 juin, des enseignants sont allés visiter des entreprises. Parce que ce qui serait bien, c'est que des enseignants avec des élèves y aillent. Oui, alors, ça serait quand même formidable. La période n'était pas très propice pour faire visiter à des élèves, puisque le mois de juin est un mois d'examen, bien sûr. Voilà. Mais bon. Et non plus, les capacités d'accueil des entreprises ne pouvaient pas le permettre. Donc c'était vraiment des petites capacités d'entreprise, des capacités d'accueil de 10 personnes. Donc amener une classe, c'est peut-être un peu compliqué. Mais voilà, les enseignants se sont déplacés. Alors après, ça peut déboucher sur l'ouverture de ces entreprises à des élèves. Voilà, je pense qu'il y a des entreprises qui seraient tout à fait... parce que donc, notre radio et moi-même, je suis la marraine cette année de cette opération. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc notre radio est parrain et marraine donc, de cette opération parce que c'est très important que les entreprises, que les métiers de l'entreprise, c'est pour ça qu'à notre radio, on accueille des jeunes. Tous les jeunes qui veulent venir faire un petit stage sont les bienvenus. C'est très important qu'ils mettent un pied pour savoir comment ça se passe dans une entreprise. Mais justement, un pied, pas n'importe comment, avec une préparation en amont par des enseignants qui sont au fait de ce qui va se passer. Parce que bon, à l'origine, on aurait pu se contenter en tant que clé de dire on est un facilitateur de stage, de recherche de lieux d'alternance, on ouvre nos réseaux, nos fichiers. Mais il fallait aller bien au-delà, vous vous en rendez bien compte, parce que la problématique, elle est bien plus complexe que la simple immersion 8 jours, le fameux stage de 3e, où il y a des bonheurs et des malheurs quand même dans le choix des entreprises qui accueillent les jeunes. On est allé bien au-delà. Et donc maintenant, la problématique du stage, elle est multifactorielle. Et elle est préparée en amont, exploitée en aval. Et ça devient quelque chose qui s'intègre dans le fameux parcours à venir avec beaucoup plus de dynamisme et d'efficacité. Donc on vient de balayer les actions, et Dieu sait si elles sont nombreuses et riches, à destination des enseignants, donc portées par le comité local éducation et économie, dit clé. Alors maintenant, on va peut-être faire un petit focus sur les élèves, il ne faut pas les oublier quand même, parce que ce sont les principaux intéressés. Donc qu'est-ce qui a été mis comme type d'action en place, les résultats, les échecs, les réussites?
Alors du coup, je vous Donc c'est remercie. Céline, hein, Céline Oui, Delmilio, je rappelle, de Delmilio. la communauté d'agglomération Plaine Vallée. Voilà, donc moi je suis en charge plus spécifiquement de l'entrepreneuriat sur Plaine Vallée et donc beaucoup plus sensible sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes, et notamment au lycée. Donc là, au lycée, par exemple, on a travaillé. Alors tout à l'heure, vous posiez des questions, à savoir s'il y avait eu effectivement des conséquences suite, en tout cas des actions qui ont été mises en place suite au stage. Donc moi, il y a 3 ans de ça déjà maintenant, au lycée Camille Saint-Saëns, 2 enseignantes qui ont entendu parler du clé justement par ces stages et qui se sont rapprochées effectivement de nos services. Qui avait comme idée effectivement de mettre en place un challenge pour leurs 2 classes de terminale STMG, un challenge à entreprendre et de faire travailler les élèves sur la réalisation en fait, d'une entreprise fictive, donc d'une création d'entreprise fictive. Donc on s'est parlé effectivement et on a co-construit en fait au fur et à mesure. Donc là cette année c'est la 3e édition et le grand jury final c'est le 25 janvier. Et donc sur ces 3 années, on a fait évoluer ce challenge. Donc en démarrant petit, on avait déjà 2 classes, hein, donc on avait déjà 70 élèves de terminale qu'on a regroupés en fait en groupe, hein, puisqu'on les faisait travailler en groupe projet. On mélangeait les secteurs d'activité et notamment leur spécialité. Donc on avait des STMG mercatiques, RH, gestion financière. Hein. Et on mélangeait les groupes, donc ils n'avaient pas le choix en fait de leur camarade. On favorisait également la mixité au niveau des groupes. Et ce qui était intéressant, c'était de leur dire, voilà, vous allez travailler en groupe projet, on va faire une simulation de création d'entreprise. Donc on va effectivement balayer en fait toute la méthodologie de projet, donc en prenant un exemple hein, de création d'entreprise, en les faisant travailler sur une idée. Donc on avait un premier module en fait de brainstorming en leur disant voilà, on regarde autour de soi l'environnement. Donc première année on leur avait pas donné de cadre, c'était tout azimut. Et puis au fur et à mesure on les a cadrés un petit peu plus. L'année dernière on leur avait donné comme thématique entreprendre, donc l'entrepreneuriat avec des verbes préserver, préserver, aider. Notamment, donc des projets autour de ces thématiques-là. Et cette année, on est autour des Jeux Olympiques. Donc, on a brainstormé effectivement sur des idées de services ou de produits autour de ces thématiques-là. Donc, une première approche effectivement de brainstorming, de travail en groupe. Ensuite, des notions effectivement de méthodologie de projet. Donc, après, qu'est-ce qu'une étude de marché, qu'est-ce qu'un business plan, etc. Et donc là, on fait intervenir effectivement des professionnels. Et on est en partenariat notamment avec la Société Générale qui intervient sur notamment les possibilités de financement d'une entreprise. Donc à chaque fois, c'est pour leur donner aussi du concret, de faire intervenir des professionnels, des témoignages d'entrepreneurs. Donc là, en lien effectivement avec l'association Collective, vous faites partie. Et puis également de leur faire découvrir des lieux économiques. Puisqu'il est important aussi qu'ils sortent des établissements scolaires, qu'ils aillent en entreprise, mais qu'ils découvrent également les incubateurs d'entreprise. Donc là, cette année, notamment, on est venu au Numérique Lab à Enghien-les-Bains pour justement faire intervenir les startups qui sont au sein de cet incubateur. On travaille vraiment sur l'ouverture dans les différents secteurs d'activité. Et qu'ils découvrent vraiment aussi toutes les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, ils les connaissent bien. Ils servent très très bien, effectivement, les téléphones, etc. Et dans leurs idées de création d'entreprise, on va dire que ça tourne beaucoup autour du développement d'applications, ce qui est normal. C'est plutôt tendance. Mais ils ont toujours de très très bonnes idées. Très bien. Toujours de très bonnes idées. Hein. Juste en conclusion, il y a un point que je voudrais aborder. Celui relatif à notre cher collégien. En tant que parent, j'ai vécu ça par 3 fois. Leur nécessité de faire un stage en 3e, qui devient souvent effectivement le parcours du combattant et qui souvent se résume finalement à ce qu'il fasse le café au mieux dans l'entreprise qui l'accueille, l'entreprise ou le professionnel. Quel devenir pour ce stage-là? Est-ce que ça a encore de l'intérêt par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Et est-ce qu'on peut, entre guillemets, le faire évoluer de façon un peu plus intelligente? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus vécu comme une contrainte. Et je ne suis pas persuadé que vis-à-vis de nos enfants, ça leur apporte quoi que ce soit. Là, c'est le papa qui parle.
Alors, je ne suis pas persuadée que ça leur apporte... Béatrice Grenier. Que ça leur apporte peu. Ils reviennent à l'issue de ces stages grandis, enfin nourris de beaucoup de choses, mais à condition que ce stage soit de qualité. Et effectivement, le comité local École-Entreprise Plaine-Vallée a essayé de travailler sur ces stages de qualité. Et cette année, on a essayé de chercher des lieux d'accueil pour construire avec les établissements scolaires et avec les structures d'accueil le contenu du stage. Alors on s'est rapproché, la communauté d'Aglo Plaine-Vallée s'est rapprochée du Centre des Arts d'Anguin et une proposition d'accueil, bon à petite échelle, d'accord, 4 élèves ont été accueillis cette année de 2 collèges différents. Deux élèves du collège Pierre de Ronsard de Montmorency et 2 élèves du collège Copernic de Montmagny. Et donc il y a eu une co-construction du contenu du stage pour effectivement faire découvrir plusieurs activités du Centre des Arts, mais également pour les établissements scolaires de cibler les élèves qui avaient vraiment un intérêt dans le secteur artistique. Alors ça s'est bien déroulé, très bien déroulé, les élèves ont été enchantés. Et donc, on cherche à élargir les partenariats locaux. Et donc, pourquoi pas, effectivement, avec la radio. Ah bah nous, avec la radio, on accueille des stagiaires quand vous voulez, quand ils le veulent, ils le savent. La seule chose, c'est que ce qui bloque, c'est que il faudrait que ces stages soient modulables au niveau de la semaine de choix et non pas toute une classe en même temps, parce que le problème, c'est que on a toutes les demandes le même mois et ça va pas. On peut pas accueillir tout le monde en même temps. Par contre, nous, on pourrait très bien en prendre un par semaine sur toute l'année. Il faudrait que l'école, je vois pas en quoi ça change beaucoup de choses pour un parcours scolaire que de manquer une semaine. Et nous, on pourrait prendre un élève toutes les semaines et vous avez bien vu, nous, on leur donne des responsabilités. La preuve, c'est ça tombe bien que vous soyez venus aujourd'hui. Vous avez vu le cas concret de Yann qui fait ses infos tous les jours. Eh bien, je peux vous dire que les jeunes de 13 ans sont très futés, très intelligents et qu'on peut leur confier des responsabilités. La preuve, ils parlent très bien au micro, donc ils peuvent rédiger. Ça leur apprend à parler, à rédiger. Enfin bon, moi, je trouve que là, l'éducation nationale doit faire un gros travail sur la mobilité et que ce soit donc toute l'année un élève et non pas à des semaines fixes. Ça, c'est pas possible parce qu'en plus, par exemple, pendant les vacances scolaires, quelquefois, il y a des stages qui sont inintéressants alors que, voilà. Une suggestion. Une suggestion. Alors, on essaie de travailler à étaler au maximum sur le département les départs en stage. Donc, les collèges réfléchissent entre eux et se coordonnent pour ne pas faire partir leurs élèves en même temps. Ne pas faire partir tous les élèves d'une même classe en même temps, ça risquerait d'être compliqué d'un point de vue pédagogique pour les différentes disciplines. Mais bon, c'est à creuser, faut en discuter. Ils ont le choix quand même sur les structures d'accueil, donc voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver des stages de qualité malgré tout. Michel Allard. Oui, je souhaitais faire un tout petit point parce que au travers de tout ce qui vient d'être dit, vous vous rendez bien compte que nous passons dans l'éducation nationale d'une approche disciplinaire stricte, traditionnelle, à une approche transversale. Donc c'est déjà une révolution culturelle énorme. Donc nous ajoutons au cahier des charges, parce que votre remarque est tout à fait, Florence est tout à fait adaptée, nous ajoutons l'assouplissement du calendrier des sacro-saints stages de 3e en l'occurrence. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes là au cœur d'une mutation énorme dans les pratiques d'orientation de l'éducation nationale, qu'il faut laisser du temps au temps, qu'il faut faire la politique des petits pas, qu'on ne va pas faire un Big Bang du jour au lendemain. De toute façon, on échouerait. Et que ce que nous proposons, vous le voyez bien, ce sont des petites actions pour les tester. Là, on est à l'échelle d'un petit territoire. Non, d'accord, il y a 14 000 élèves, mais c'est quand même un tout petit territoire par rapport à l'énorme machinerie éducation nationale. Donc, je crois qu'il faut y aller patiemment, continuer à resserrer les liens entre tous les interlocuteurs concernés, expérimenter, modéliser les choses qui fonctionnent et les mutualiser. Parfait. Voilà.
Mesdames Michel, merci beaucoup. C'est une excellente conclusion. Je n'aurais pas fait mieux. Et donc, Florence, je vous passe la main. Merci beaucoup à tous pour cette effectivement très intéressante approche de la formation, qu'elle soit vis-à-vis des enseignants ou vis-à-vis des jeunes, qui permet d'avoir un pied effectivement dans l'entreprise. On va tout de suite rejoindre nos 2 startups du jour. Peut-être d'ailleurs que, alors je rappelle que nos startups du jour sont représentées par Alexia Cassard pour The Peony Company et Christophe Dandois pour Léocare. Est-ce que ça vous interpelle, ces formations, ce sujet? Oui, Alexia. Oui, merci de me poser la question. Moi, je suis la maman d'une étudiante de 18 ans qui est passée par tout ça. Donc, oui, je me suis reconnue dans vos remarques. Et je suis contente qu'il y ait une ouverture pour nos jeunes qui soit favorable avec des choses plus concrètes. Alors Alexia Cassard, puisque vous avez pris le micro, on vous laisse le micro tout de suite. Vous êtes la grande gagnante du concours Créatrice d'avenir, qui est un concours sur toute la France. D'ailleurs, je note qu'il y a plusieurs entreprises dans le Val d'Oise qui ont été récompensées. Alors vous avez créé en fait une société qui fait du tatouage, de la rédaction médicale, comme vous dites. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis biologiste de formation, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans le développement de nouveaux médicaments contre le cancer. Et puis donc à l'issue d'une expérience plus personnelle avec le cancer, une espèce de ma petite fille qui a une leucémie aiguë, j'ai changé complètement de paradigme pour mettre mes compétences directement au service des patients. Donc dans 3 activités qui sont effectivement le tatouage, dont je vais vous parler, la rédaction médicale, puisque c'était mon métier de cœur. Je peux continuer à faire ça, je fais aussi du consulting pour les laboratoires pharmaceutiques. Et puis j'ai gardé une 3e activité qui est le porte-parole des associations de patients. Donc parfois ça m'arrive de représenter des associations de patients dans des congrès, dans des conférences. Donc le tatouage c'est on va dire la plus grosse activité qui m'occupe aujourd'hui. Donc ça fait 2 ans que vous avez lancé cette activité de tatouage. C'est ça. En 2 ans, vous avez accueilli 300 patients. Alors qui sont les patients qui viennent vous voir? Alors les patients, alors moi je les appelle pas patients parce que je n'ai pas une activité de soins et thérapeutique, je fais du tatouage artistique, donc il n'y a absolument aucune racine médicale dans ce que je fais, c'est important de le préciser. Moi j'accueille des clientes et des clients, et donc ce sont des personnes qui ont subi une ablation du sein à la suite d'un cancer du sein, donc ça peut être des femmes et des hommes également. Le mot technique c'est mastectomie. J'arrive à le dire, malgré le rôle. Donc la mastectomie, c'est 20 000 cas par an sur les 54 000 c'est énorme. cancers du sein par an. Il y a quand même 20 000 ablations du sein, qui peuvent être un ou les 2 seins. Et donc sur ces 20 000 ablations du sein, il n'y a que 4 à 6 000 personnes à peu près qui font le choix d'une reconstruction. Donc la reconstruction, elle est faite par le chirurgien qui va reconstruire le volume du sein. Et la dernière étape de cette reconstruction, c'est la recréation du mamelon et de l'aréole, donc vraiment le cœur finalement du sein. Et jusqu'à aujourd'hui, il existait une technique chirurgicale de greffe ou de prélèvement de lambeaux local sur la peau qui était complétée ou pas par un tatouage dit médical qui utilise les mêmes pigments que le maquillage semi-permanent. Donc on avait des tatouages qui étaient somme toute peu réalistes. Et puis surtout qui s'effacent avec le temps. Qui s'effacent malheureusement avec le temps, avec une durée de vie de 6 à 12 mois, 18 mois, en fonction des gens. Donc en tout cas, ce que vous nous apprenez aujourd'hui, c'est que finalement on peut reconstruire le mamelon avec du tatouage. On n'est pas obligé de passer par une chirurgie. C'est ça qu'on vient d'apprendre grâce à vous aujourd'hui. C'est une alternative qui vient des États-Unis, qui a été développée il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, qui est très active là-bas et qui n'existait pas du tout. Et donc vous êtes allé vous former aux États-Unis? Absolument. J'ai arrêté de travailler en 2016. J'ai commencé un apprentissage du tatouage avec un maître tatoueur du Val d'Oise, que je remercie. On peut citer son nom? Absolument, il s'agit de Magua Tattoo à Louvre, qui m'a accueilli comme apprenti. Donc j'ai repris depuis tout le début. Donc j'ai été moi aussi une stagiaire, puisqu'il n'existe pas de statut pour les... Vous êtes toute jeune, mais on peut dire votre âge. À quel âge vous avez décidé de changer complètement de parcours professionnel? Écoutez, c'était à 38 ans, donc là aujourd'hui j'ai bientôt 42 ans. Donc tout ça a pris un peu de temps quand même. Oui, parce qu'il faut réfléchir à sa reconversion. Il faut surtout pouvoir s'organiser quand on fait une activité qui n'a pas vraiment de reconnaissance. Le métier de tatoueur n'existe pas. Donc quand on fait un apprentissage du tatouage, on n'est absolument pas rémunéré. Donc il n'existe pas de convention de stage ou de choses comme ça. Donc il a fallu m'organiser pour pouvoir utiliser les ressources que j'avais eues en étant employée, les économies que j'ai eues. Donc j'ai fait cette formation pendant plus
d'un an. Je suis partie ensuite me former auprès de chirurgiens de reconstruction mammaire à toutes les techniques de reconstruction, parce qu'il fallait absolument aussi les absorber, les comprendre et pouvoir les observer, les reconnaître, pour pouvoir pratiquer aussi en toute sécurité. Et j'ai complété cette formation par une formation au tatouage médical qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que c'est une solution, certes, qui était beaucoup utilisée, mais malheureusement peu satisfaisante pour les gens. Où est-ce qu'on peut faire cette formation plus spécifique sur le médical en tatouage? Alors, il y a une société en France qui vend les pigments, qui fabrique les encres et qui fait les formations. C'est réservé plutôt aux personnels médicaux et aux personnes qui sont dans le métier esthétique. Donc on utilise des pigments spéciaux. Alors, dans ce cadre de tatouage médical, oui, ce sont des pigments qui ont une appellation de dispositif médical. C'est pour ça qu'ils peuvent être utilisés à l'hôpital. Donc, du fait que ce sont des pigments de qualité médicale, ils ont cette semi-permanence qui les rend tout à fait insatisfaisants sur le long terme, parce que la couleur va virer, on va avoir une apparence très peu naturelle avec le temps. Et puis parce que, bien évidemment, c'est pas le rôle du médecin ou de l'infirmière d'être un artiste et d'avoir des compétences artistiques pour pouvoir recréer l'illusion du trompe-l'œil. Quand on n'a que 20 minutes au bloc et 2 couleurs pour faire ce travail, c'est pas du tout gérable. Alors qu'est-ce que vous nous proposez justement pour pallier à ce problème du tatouage entre guillemets médical? Alors du coup, cette technique qui vient des États-Unis propose de recréer par l'objet du trompe-l'œil vraiment l'illusion du relief du mamelon et de son aréole, pour recréer la texture, la forme, la taille, la couleur. Quasiment. On peut tout faire finalement. Alors on peut tout faire, oui, avec les limites que sont les peaux irradiées et les peaux opérées, parce qu'on travaille sur des cicatrices, on travaille sur des peaux qui ont souffert de traitements. Oui, donc ils sont plus durs, ça veut dire. Elles sont plus fragiles surtout. Et plus fragiles, voilà. Et puis on a un système immunitaire qui est celui d'une personne qui a été malade. Le tatouage, c'est pareil, donc là aussi. chez ces personnes-là, donc il faut vraiment maîtriser absolument toutes les dimensions que ce geste nécessite pour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions. Oui, il ne faut pas aller faire son tatouage n'importe où, ni par n'importe qui, en fait. C'est ça que vous nous dites Il aujourd'hui. n'existe aucune formation de ce type-là en Europe. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'aille aux États-Unis me former. Et je suis repartie la semaine dernière pour compléter cette formation à Chicago auprès d'un tatoueur spécialiste des tatouages sur les mastectomies, qui lui propose des tatouages décoratifs. Donc on peut aussi, si on ne souhaite pas faire un mamelon ou une aréole, ou si on ne peut pas, parce que... Quelquefois on ne peut pas. Parfois on ne peut pas parce que la reconstruction est non symétrique, et ajouter un mamelon sur un sein qui serait plus haut ou plus bas que l'autre, ça serait un peu étrange, et ça soulignerait encore plus la difformité, si je peux dire, de la reconstruction. Donc parfois on propose des reconstructions par le tatouage artistique, et donc j'ai été au contact d'un tatoueur exceptionnel qui a publié ses travaux dans des grandes revues. Dans des grandes revues médicales? Absolument, dans une très grande revue qui s'appelle le JAMA, et qui aujourd'hui présente ses travaux dans des musées, et donc on a pu visiter avec lui son exposition au musée de la chirurgie à Chicago. Donc on avait toute une salle, enfin plusieurs salles réservées à son travail. On avait un hologramme d'une de ses clientes tatouée, et puis on avait tout son travail. Ah oui, donc c'est très intéressant pour vous. Il y a une vraie communauté qui se crée autour de ça. Les médecins sont très accueillants par rapport à cette technique, et moi j'en parle dans des conférences médicales régulièrement. Donc deux possibilités, on va redire pour les clients potentiels, c'est le tatouage de type reconstruction, enfin de type comment dire, image type du mamelon, ou alors le tatouage artistique, tout comme tous ceux qui se font tatouer sans problème de santé, on peut faire ce qu'on veut finalement. Alors on peut faire ce qu'on veut si on n'a pas de contre-indication à ce geste. Donc j'encourage toutes les personnes qui se poseraient la question à aller poser la question à leur médecin déjà s'il n'y a pas de contre-indication. Et puis sur le site internet de The Téton Tattoo Shop, qui est le nom de mon enseigne, le nom de mon salon, je donne toutes les informations et toutes ces contre-indications médicales. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde peut recevoir ce type de geste. Alors pour vous, parce que je suppose que ça n'a pas dû être facile de trouver un assureur pour assurer ce que vous faites, hein, est-ce que vous demandez une attestation médicale au client qui veut venir se faire tatouer? Je n'ai pas le droit de demander une attestation médicale puisque je ne suis pas personnel de santé. Ce serait de l'exercice illégal de la médecine que de détenir des informations médicales. Par contre, j'expose à mes clientes et mes clients les contre-indications, et je leur demande d'en discuter en amont avec leur médecin et de recueillir auprès de leur médecin directement un avis positif ou négatif sur ce geste.
Mais comment pouvez-vous assurer qu'ils le font bien? Alors c'est déclaratif. Après, le monde du tatouage, Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter Non, la déclaration. Elle signe un consentement éclairé dans lequel elle s'engage à ne pas être porteur de contre-indication médicale. Alors une petite discussion, on fait vite le tour et on se rend Vous vous rendez vite compte. bien sûr, s'il y a des contre-indications. Et là, on ne sort pas du cadre. Alors, Alexia Cassard, je sais que malheureusement, vous êtes venue nous voir, c'est exceptionnel, parce que votre agenda est pris jusqu'au mois de juin. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez déjà tatoué 300 personnes en 2 ans. C'est énorme déjà. Parce que combien de temps ça prend, en fait, de faire un tatouage? Et puis, combien ça coûte? Alors, ça se fait sur 2 séances, dans la plupart du temps. La première séance dure 3 heures, au cours de laquelle on va faire une espèce de récap de ce qu'a vécu la personne. Parce qu'il y a un accompagnement émotionnel qui est très important et qui fait vraiment partie de la reconstruction. On est dans la dernière ligne droite jusqu'à la normalisation du corps après la maladie. Donc, on discute vraiment longuement. On fait un point sur les contre-indications, sur le rythme, clairement la technique et ses bénéfices, mais aussi ses risques, c'est très important. Et puis ensuite, la partie technique du tatouage, on va faire un dessin préparatoire. Je fais un main levée sur la personne pour bien placer les oiseaux et l'aréole. Et ensuite, il y a la déterminaison de la couleur qui prend une bonne vingtaine de minutes pour déterminer la couleur la plus proche de ce qui va être possible d'obtenir, tout en sachant que c'est impossible, bien entendu, d'avoir exactement la même tonalité. Le corps humain fait bien ce qu'il veut quand il cicatrise. Et c'est pour ça qu'on prévoit une deuxième séance 3 mois après pour éventuellement corriger des petites différences de couleur. Donc le tatouage en lui-même, il prend 30 à 40 minutes, grand maximum, et il est très peu douloureux, puisque les personnes qui ont eu une ablation du sein ont perdu aussi la sensibilité sur cette zone-là. Donc la première séance se clôt au bout de 3 heures, et la deuxième séance, 3 mois après, dure 2 heures. Pour ces 5 à 6 heures, voire plus de temps, je facture 450 € pour un sein, 700 € pour les deux. Et il faut savoir que ce geste n'est pas pris en charge par la sécurité sociale au titre de l'affection de longue durée, mais qui peut aussi ouvrir droit pour les patients qui sont en situation économique compliquée. On peut avoir des aides sociales auprès de la sécurité sociale. Et il y a une mutuelle aujourd'hui, et je me permettrai de la citer, qui est Malakoff Médéric, qui permet à ses adhérents d'avoir 50% de la valeur du tatouage prise en charge. Donc voilà, il faut que les patients se renseignent bien avant de dire oui, parce qu'ils peuvent avoir une aide en fait. Ils peuvent aussi demander à des associations locales d'aide contre les cancers du sein. La Ligue aussi a pu participer. Donc j'ai à peu près aujourd'hui une quinzaine de mes clientes qui ont pu avoir une prise en charge de ce geste complète. Voilà, donc on va rappeler Alexia Cassard que votre société c'est The Peony Company, que vous avez été donc labellisée la créatrice d'avenir par le réseau Initiative France. Donc vous êtes la créatrice d'avenir 2019, hein, vous êtes la numéro 1 parce qu'il y a plusieurs gagnants quand même. Et il y a eu aussi le trophée du public et je remercie tous les internautes qui ont voté pour ce projet. Parce que le public donne aussi son avis, c'est ça l'intérêt du challenge. C'est un deuxième prix qui a été alloué à ce projet. Et donc, on va rappeler si des personnes sont intéressées, votre adresse internet ou comment on vous contacte, votre téléphone, je ne sais pas. Alors, le mieux, c'est de nous contacter par email et donc de contacter contact tout attaché, the au pluriel, tattoo avec 2 t 2 o shop.com. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui, c'est très intéressant. Et puis, malheureusement, on ne peut pas montrer de photos, mais sur votre site, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on voit un peu quelques exemples. Et ça donne des idées en plus. On va tout de suite passer la parole à notre deuxième start-up du jour, c'est Christophe Dandois. Alors Christophe, vous avez fondé Léocare en 2017, donc maintenant 2 bonnes années d'expérience, on va dire, pratiquement. Oui. Alors, félicitations avec ça pour... Merci beaucoup. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Exactement, c'est un bel engagement, bravo. Alors, Christophe, vous avez aussi changé de parcours, vous aussi? Oui, tout à fait. Après Pourquoi cette idée? Quand on regarde la société française, elle a cette particularité d'être assez innovante et plutôt très consommatrice du digital. Le mobile est présent partout. Je peux changer de forfait avec mon mobile, je peux regarder un film, je peux changer mon billet de train, RATP, si je me suis trompé, ou réserver un TGV, etc., etc. Je peux changer plein de choses dans mon quotidien. Et la seule chose, je pense que tout le monde ne pourrait pas me dire l'inverse autour de la table, c'est que c'est mon assurance. C'est rare que je l'ai dans mon mobile.
Et le constat est simple, c'est que je démarre par une souscription et puis 5 à 7 ans plus tard, c'est plutôt l'assuré qui va vers l'assureur. Et puis parfois ça se passe un peu mal puisque ça s'appelle un sinistre et c'est des fois délicat. Donc à l'heure du digital où toute grande marque souhaite interagir et en tant qu'individu consommateur, on souhaite avoir des réponses assez temps réel, on a tout simplement créé les Hawkers pour mettre l'assureur à l'heure du quotidien et je dirais du réflexe de tout individu aujourd'hui avec son mobile et ses usages. Alors, vous avez donc créé une société qui est courtier en assurance. Ça veut dire que vous travaillez avec plusieurs compagnies. Lesquelles? Alors, pas tout à fait, justement. Pour réussir à répondre à cet enjeu de temps réel, de tout mobile, il a fallu avoir une plateforme technologique, on va la détailler ici, mais voilà, qui est très importante, d'avoir co-construit notre produit. En l'occurrence, on peut le citer, on a un partenaire qui s'appelle l'Équité Generali, avec qui on a construit ce produit. Mais le fait de pouvoir, depuis son téléphone, en 45 secondes, faire son devis, avoir son propre contrat en 5 minutes, de ne plus avoir besoin de chercher un numéro de téléphone pour faire de l'assistance en me disant où est-ce que j'appelle, je suis au bord de la route, je suis géolocalisé avec mon téléphone, et puis au moment où j'ai un sinistre, où je dois prendre rendez-vous avec un expert, on va immobiliser mon véhicule, etc., etc. Et bien là, avec votre téléphone, à distance, en visio, on regarde l'état de votre véhicule et vous êtes pris en charge. Alors, on va spécifier. Donc, vous avez deux spécificités, si j'ai bien compris. C'est l'assurance automobile et l'assurance habitation. Ce sont les deux points clés où on peut souscrire un contrat et se faire suivre avec les Hawkers, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc, j'invite forcément tout le monde à télécharger l'application. Il suffit d'aller sur soit Google Play si on a un téléphone Android ou sur Apple Store si on a un téléphone iPhone. Donc, c'est très simple, ça télécharge. Le marché en France de l'assurance auto-habitation, c'est 30 milliards d'euros. Et quand on souhaite, modestement, mais en tout cas on a l'ambition de révolutionner le marché de l'assurance en France, il faut bien sûr l'adresser globalement dans ce que les gens vont consommer, je dirais, immédiatement. Voilà. Et l'enjeu, je pense que tout le monde de la table, c'est et où, auto et habitation. Oui, puis de toute façon c'est obligatoire voilà, en plus. Alors, sur la partie Hormis le fait que... automobile, elle est obligatoire. Donc si on veut s'adresser au grand public, leur mettre dans la main quelque chose qui a du sens dans leur quotidien, et c'est important aussi la notion de prévention, puisqu'à partir du moment où vous avez votre téléphone, on est capable de vous dire à vous, sur une route à forte accidentologie, en fonction du trafic, de la météo, et de vous prévenir qu'un risque est potentiellement à arriver devant vous. Donc ça, tous ces éléments-là, auto et habitation, nous ont semblé une évidence en termes de priorité pour répondre d'abord au plus grand nombre d'entre nous, et puis de répondre à une vraie problématique qui est de simplifier son quotidien et surtout d'être assuré à tout moment, où pour nous les enjeux sont la simplicité, c'est-à-dire que de comprendre ce qu'on fait, c'est important, et d'utiliser finalement les codes de tout le quotidien qu'on a autour de nous. Le deuxième élément qui est très important pour nous, c'est la transparence. Ça veut dire que si vous faites un devis là, vous verrez qu'à chaque question que vous allez répondre, vous aurez l'appréciation du risque, donc du tarif. Donc là, on est vraiment dans une révolution par rapport à l'assurance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous donne une réponse, je vous dis quelque part comment le risque est positionné. Dans le jargon, on appelle ça l'actuariat, donc le technicien de l'assurance. Et là, on vous affiche en gros le modèle de risque qui vous permet de comprendre. Et là, c'est le deuxième élément qui est important pour nous, c'est cette transparence. Et le troisième élément, évidemment, c'est la proximité. Et ça, c'est grâce aux technologies digitales, grâce au mobile, que certes, aujourd'hui, les grands assureurs, comme vous l'avez cité, ou les mutuelles, ont cet enjeu de prévention, mais il est global. C'est-à-dire qu'il est collectif par rapport à une population, une localisation. Là, on est capable de s'adresser à vous par rapport à votre profil, par rapport à l'âge que vous avez, où vous situez, le produit qui est pris chez Hawker pour pouvoir vous accompagner. Alors comment ça se passe? Il y a une intelligence artificielle qui prend le relais ou il y a des gens derrière qui répondent en temps réel? Comment ça se passe? C'est une très très bonne question. Bien évidemment, il y a un enjeu global d'évolution sur ce marché, comme tous les autres marchés. La conclusion est très simple, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra pas tout faire, elle ne fera jamais tout, que ce soit dans notre domaine, dans l'assurance ou dans d'autres domaines. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Ça rejoint votre débat sur la formation. La formation. Pardon. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est amener de la valeur ajoutée. Et donc, il y a tout un ensemble de questions qui n'ont pas de sens, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, on va appeler pour avoir son solde? Alors, peut-être pour certaines personnes, oui, pour des raisons diverses et variées, mais on essaye quand même plutôt d'apporter de la valeur par rapport à un conseil. Et donc, oui, la mise en place chez le Hawker d'un bot, donc d'intelligence artificielle, pour traiter un certain nombre de questions basiques autour du projet.
Et nous avons ce qu'on appelle chez nous les Léo conseillers, hein, qui sont des hommes et des femmes, que vous pouvez voir d'ailleurs hein, grâce à vos téléphones en visio, pour répondre à vos questions, que ce soit dans la phase de devis, dans la phase de souscription, et bien évidemment aussi lorsque vous avez un problème. Pour information, là où classiquement un assuré répond à son assureur ou son assureur tous les 5 ans, toute personne qui s'assure aujourd'hui chez Locare, dans la semaine qui suit, a au moins 2 interactions par l'intermédiaire du chat. Donc ce qui prouve bien qu'avant, on ne savait pas comment interagir avec son assureur, alors qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude, sur tous les réseaux, de se prendre en photo et d'utiliser un certain nombre de WhatsApp, de Messenger, etc., et bien naturellement, on se dit que l'assureur doit être en mesure de faire la même chose dans notre quotidien. Oui, alors justement, vous avez parlé de vidéo tout à l'heure. Donc, si on a un sinistre, comment on fait? On envoie des photos ou on plug son téléphone, on le met en mode vidéo et ça se retransmet en direct? Ça se fait comment, ça? Ça, vous l'avez compris. Premier élément très important, c'est que ce soit dans la phase amont, entre guillemets commerciale, que ce soit dans la phase assistance, dans la phase sinistre et après, il n'y a qu'une interface, c'est mon smartphone. Donc, pas besoin de... Même dans les grands groupes aujourd'hui, vous avez des numéros différents, vous avez des équipes différentes. Là, vous avez la certitude qu'avec ce que vous avez dans la poche, à minima, vous serez traité. Pour répondre à votre question concrètement par rapport à la notion de sinistre, il suffit simplement de cliquer, de faire un déclenchement de sinistre, soit de prendre un rendez-vous. Parce que la déclaration d'un sinistre, il n'y a pas entre guillemets notion d'urgence. L'assistance est important. Mais logiquement, il y a une règle dans les 5 jours. Voilà, tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est une règle légale, je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'est traité avec des humains de 9h à 19h. Voilà. Et vous prenez rendez-vous en gros pour le lendemain. C'est ça que je voulais amener, la notion d'assistance, bien sûr, 24h sur 24. Donc, en fait, là, par contre, quand il y a un sinistre, vous vous déplacez, mais on peut aussi vous envoyer des photos. Alors, pas besoin de se déplacer, justement, j'y venais. Au moment où vous prenez votre assurance, on vous invite, pour des raisons de gain de temps, à prendre, par exemple, en photo votre voiture. D'accord. C'est tout simple. Avec votre téléphone, prenez les 4 photos. Et au moment où vous avez un sinistre, il vous suffit tout simplement de déclencher l'élément de visio, et l'expert est capable à distance de faire l'écart entre la version initiale de votre véhicule et ce que vous venez de subir. Ah oui, donc on gagne beaucoup de temps, effectivement. Ça traite que 80% des cas, puisqu'il y a certains sinistres, évidemment. Je ne traiterai pas du sujet corporel qui est beaucoup plus grave et Bien sûr. qui entraîne un processus différent, mais de manière quand même simple, dans plus de 80% des cas, on ne vous fait pas perdre de temps. Et c'est quand même bien tout l'enjeu d'une assurance aujourd'hui pour le compte d'un client à l'heure du digital. Comment vous est venue cette idée de faire ça? Est-ce que ça a été facile de convaincre, en tout cas, une compagnie d'assurance? Et est-ce que vous prévoyez d'essayer d'en ramener d'autres dans votre giron? Je pense que ce monde est compliqué. D'abord, c'est un monde dont on a tous besoin. Je pense que le monde de l'assurance rend aujourd'hui les services qui lui est demandé, c'est-à-dire de garantir le remboursement quelque part, hein, si on fait un peu terre à terre, de son sinistre. Donc on n'a pas grand-chose à lui reprocher par rapport à ça. C'est un monde aussi important, il faut dire, d'organisation, de lobbying, donc il est aussi difficile de changer. Mais c'est un monde, globalement, qui ne nous a pas attendu pour se digitaliser, comme on dit. Le point important, c'est que pour répondre au grand public, à ce côté tout mobile, dans mon quotidien, avec les réflexes, il y a un certain nombre d'éléments technologiques, il y a des fondamentaux, que quand on vient d'un monde un peu plus ancien, on n'est pas capable de faire. Et c'est tout l'intérêt, comme on l'a connu dans les télécoms avec Free, comme on le voit aujourd'hui avec Netflix, comme on voit, voilà, partout vous avez ces exemples de gens qui ont quelque part la chance d'arriver au moment où le régulateur a permis la concurrence. Nous, c'est un point important. Depuis le 1er janvier 2015, toute personne en France qui a un contrat auto-habitation depuis au moins 1 an peut décider de changer à tout moment. On n'est plus obligé d'attendre les 2 mois avant, c'est ça que vous voulez nous dire. Voilà, il y a la loi Châtel sur la première année, c'est un autre débat, mais voilà, pour information, 30%, donc 1/3 des clients de Léocare viennent par le biais d'une résiliation. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Donc, pour répondre à votre question, un contexte réglementaire qui permet de changer plus facilement, c'est-à-dire qu'on peut spontanément changer, ce qui était compliqué quand même avant. Sachez qu'aujourd'hui, près de 1%, il y a près de 1% de ce 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui change demain par cette approche de résiliation. Donc il y a vraiment une dynamique. L'État a un rôle bien sûr très important pour mettre cette dynamique, comme il l'a mis dans d'autres secteurs pour favoriser ce qu'on appelle ce churn, le fait de faire bouger. Et l'évolution d'un marché, si la France veut devenir, au moins au niveau européen, rattraper son retard, parce que des marchés allemands, des marchés anglais sont déjà très très dynamiques sur l'évolution de l'assurance digitale, etc. Donc l'État a un rôle à jouer sur cet aspect réglementaire. Et pour terminer, pour répondre à votre question, donc cet élément technologique et aussi un retour d'expérience dans ce qu'on appelle l'expérience client, où il suffit de constater que le dernier
secteur grand public que l'on consomme tous, qui n'est pas digitalisé, dont on n'a pas de services et d'interaction, était l'assurance. Voilà. Alors, vous avez déjà pas mal de succès, si j'ai bien compris. C'est 10 000 clics déjà. Alors, il y a eu 10 000, alors voilà, 10 000 téléchargements, hein, parce que c'est souvent l'élément le plus important, hein, d'exister, d'être connu, travailler sa notoriété sur les réseaux sociaux, avoir des bonnes notes, accepter les bons avis comme les mauvais avis, essayer de comprendre lorsqu'il y a des mauvais avis, parce que les mauvais avis sont des avis importants, peut-être parce que plus pour nous, pour évoluer. On n'est pas parfait, très loin de là, donc on est là pour évoluer avec les retours de nos clients, ou en tout cas des gens qui manifestent une insatisfaction. Ça, c'est la partie vraiment amont. Et puis derrière, il y a tout un enjeu en 2019 pour nous, pour ce qu'on appelle les partenariats avec des grands comptes qui vont pouvoir utiliser les OKR parce qu'ils font du crédit auto, parce qu'ils sont une agence mobilière qui fait de la gestion locative et qui a un certain nombre de clients qui arrivent pour récupérer les clés. Ils ont juste oublié que l'assurance est obligatoire. Et là, c'est voilà, grâce à les OKR, en 5 minutes, pendant qu'il continue à faire l'état des lieux, il est capable de traiter ça. Donc ça, c'est un élément très important pour nous, on appelle le B2B2C, donc vraiment travailler ensemble avec ces... Entre professionnels, voilà, vous voulez dire? Voilà, donc faire le levier. Et ça, c'est un point important pour nous. Et puis après aussi, on a d'autres produits qui arrivent aussi en 2019. Alors, donc, on va peut-être annoncer qu'est-ce qui va arriver en 2019, sinon il faudra revenir nous le dire. Je vais revenir aussi. D'accord, avec plaisir. Merci en tout cas, merci pour cette invitation. Pour nous, à chaque fois qu'on a construit un produit ou quelque chose, c'est tout simplement parce qu'on a écouté. Hein, pourquoi on a fait l'auto-habitation, parce qu'on en a dit. Et là, donc en 2019, donc on vous a demandé l'auto et l'habitation en premier, et donc en 2019, vous envisagez d'ouvrir à d'autres services. Voilà. Clairement, ce qu'on vous demande. Le 2 roues. Le 2 roues, d'accord. Un d'accord. point important, hein, puisque les OKR est la première assurance 100% mobile auto-habitation en France. C'est bien évidemment, on réserve une surprise. Assurer son téléphone. Dans un certain contexte, et je pense de manière très favorable. C'est ça? Assurer son téléphone, c'est ce que je viens de dire? Ah merci beaucoup. Alors, juste, vous avez, votre ambition, c'est de vous développer, bien sûr, ça on l'a bien compris. Et pour cela, vous avez des postes à pourvoir. Quels sont-ils? Alors, je reviens encore sur ce que vous avez dit dans la formation. Je pense que, je fais juste une petite aparté. La France est toujours reconnue dans le monde entier, dans sa capacité de recherche, avec ses formations indéniablement recherchées par tous les grands groupes, notamment de R&D dans le monde entier. On a peut-être des choses à apprendre, ce qu'on disait tout à l'heure sur les soft skills, hein, sur le savoir-être, qui est un point important. Et dans le digital, dans des sociétés qui se construisent encore plus comme nous, la transversalité dont vous parliez tout à l'heure est un enjeu clé, puisque c'est pas parce qu'on a un excellent développeur mobile qu'il ne faut pas avoir un peu de sensibilité à l'usage, hein, pour discuter avec son collègue qui est au design. Et c'est pas parce qu'on a un excellent designer qu'on ne doit pas accepter que son collègue expert en assurance vienne aussi lui exprimer son expérience personnelle. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait quelque part la facilité pour une jeune entreprise d'aller un peu plus vite. Oui, car ça un réussit, qui c'est souvent sûr. a des verticalités dont, je dirais, la transversalité n'est pas forcément la politique d'évolution par rapport à ça. Pour répondre à votre question, donc on a globalement une grande dynamique, c'est à la fois des postes de développeurs dans le domaine du mobile, mais aussi dans le domaine du web, dans le domaine aussi du design. Je vous invite à regarder, on a notamment Julien chez nous qui fait tout ce que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., sur nos sites. Donc ça aussi, c'est un donc ça s'appelle un community manager même. Et après, il y a la partie animation donc en ligne, donc de community management, où là, chez nous, c'est Marie qui travaille sur ces sujets, mais il lui faut un grand frère et une grande sœur pour aller encore un peu plus vite, bien évidemment. Et puis dans l'intelligence artificielle, où là, donc, on a un nouveau collègue qui arrive lundi, mais là aussi, donc là, c'est du développement. À venir sur l'intelligence voilà, donc artificielle, si on résume, mathématiques et informatique. Voilà, donc si on résume, vous cherchez des community managers, des développeurs, et puis des conseillers, bien sûr, ça c'est le côté plus commercial, j'imagine. Alors voilà, tout à fait. Et là aussi, si je peux juste terminer sur ce point-là, le marché appelait ça des gestionnaires, hein, parce qu'on les mettait déjà en back-office. On appelle ça un Léo conseiller, parce que justement... Voilà, donc c'est l'ancien mot de gestionnaire dans l'assurance classique. Merci beaucoup Christophe Dandois. Merci à toutes à tous pour votre présence aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine et je vous retrouve dès lundi. Bonne journée à tous et bien rendez-vous maintenant 9h pour le bar de l'économie lundi. Et c'est fini, il nous reste 10 secondes.